Bienvenue dans cette masterclass. Alors bonjour à toutes et à tous, on vous retrouve aujourd'hui pour la troisième partie du premier chapitre sur les pensées. Après les deux premières parties qui étaient pourquoi modifier ses pensées et pour être heureux et comment les modifier. Eh bien aujourd'hui on va aborder la notion de quel résultat à atteindre ou à attendre. Oui. Alors pour entamer cette partie, on va démarrer avec une citation de Nathaniel Branden qui est: le premier pas vers le changement est la prise de conscience. Le second est l'acceptation. Ça va être le bon fil conducteur justement pour le sujet qu'on va aborder qui sont les blessures. Et donc c'est comprendre et se libérer de ces croyances qui nous limitent. Alors pour ça justement on a des ouvrages qui ont été écrits par Lise Bourbeau qui a été un best-seller international et plus récemment par Theo da Silva sur les fameuses 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. C'est vraiment une synthèse et un résumé. J'ai vu sur internet beaucoup de PDF sur ces livres-là aussi qui résument aussi les blessures. Moi je fais une synthèse pour justement que vous preniez conscience quelque part de vos blessures. Voilà. Par contre, n'ayez pas peur parce que c'est comme l'horoscope. Quand on lit ces 5 blessures, on a l'impression de toutes les avoir. L'idée, c'est de savoir quelles sont les dominantes. Voilà. Effectivement, nous les ressentons toutes plus ou moins, mais il y en a une, encore une fois, qui domine. Et quand vous lirez ces livres en détail, vous verrez ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, par rapport à une blessure, il y a un comportement qui est associé. Et donc, c'est sympa de faire l'exercice sur soi, mais aussi de faire l'exercice autour de nous pour se dire, tiens, lui, il a ce comportement-là, ce masque-là, il doit avoir telle blessure. On le fait quelquefois déjà. Un peu naturellement, voilà, ouais. Sans se faire de film, évidemment, ou d'avoir de faux jugements. Mais en tous les cas, de se dire, tiens, c'est vrai que lui, il se comporte de telle manière. Peut-être qu'il a ce type de blessure-là, et donc je vais peut-être me comporter d'une autre manière pour voir si ça influe ou non aussi son comportement. Mais le travail est d'abord plutôt sur soi, évidemment. Alors la première blessure, c'est la blessure du rejet. Et le comportement qui est associé, c'est le comportement du fuyant. Voilà. En fait, cette blessure, elle vient de l'incapacité à se pardonner et à pardonner aux autres. On va voir que c'est aussi un des fils conducteurs de cette masterclass. C'est quelque chose de a priori difficile. Il n'y a aucune connotation religieuse ou autre. Hein, non. C'est effectivement cette notion de pardon. Encore une fois, de se pardonner à soi pour ses comportements, ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu penser. Et donc pour se soigner, effectivement, il faut cesser de fuir et affronter la peur du rejet. Alors, encore une fois, on ne va pas détailler tout dans cette masterclass, on est là pour vous donner une piste et des pistes pour mieux comprendre justement vos blessures. Et donc là, on est bien sur la première blessure du rejet avec le comportement du fuyant. La deuxième blessure, c'est la blessure d'abandon et on a un comportement de dépendant. Quand on souffre d'abandon et que justement on ne se sent pas nourri affectivement, c'est souvent ça quand on était enfant, justement, qu'on a ce manque affectif. Et ces personnes-là, vous les connaissez, ou si vous êtes aussi cette blessure d'abandon, eh bien la solitude, c'est vraiment votre plus grande peur. Et donc on ne peut pas se retrouver seul. On connaît ces personnes-là qui sont toujours en action. Nous, on l'a été aussi dans différents moments de notre vie où il fallait absolument remplir peut-être du vide, en tout cas remplir les journées, parce que quand elles ne sont pas remplies, ou quand on fait une méditation et qu'on n'y arrive pas, parce qu'on a tellement de pensées qui viennent, c'est peut-être que justement il y a ces fameuses blessures qui remontent. Et donc l'idée c'est que la blessure d'abandon, en fait, elle se guérit quand on se sent bien seul et qu'on recherche un peu moins l'attention des autres. Donc quand on se sent bien seul, on peut le faire justement en allant marcher. On se sent bien seul, voilà. Parce qu'on se sent bien seul. Comme quoi, lapsus révélateur. Et du coup, l'idée, vous pouvez, voilà, on en reparle dans la troisième partie de la masterclass avec Pratiquer le bonheur. Et c'est justement d'aller tester dans la nature. Vous allez marcher un peu seul et autres, pas forcément en plus avec des écouteurs. Bref, vous faites de votre mieux, hein, accord Toltec. Mais vous allez tester ça. Troisième blessure, c'est la blessure d'humiliation. Mais juste avant, je crois que Estelle voulait lire une petite phrase. Pour reparler de la solitude, on vous a mis une citation de Victor Hugo. La solitude est bonne aux grands esprits et mauvaise aux petits. La solitude trouble les cerveaux qu'elle n'illumine pas. Bon, on vous laisse avec ça. Voilà.
La troisième blessure, c'est la blessure d'humiliation avec le masque ou le comportement du masochiste. Alors, vous allez me dire, ouais, moi je suis pas masochiste, hein. Ben, c'est souvent un comportement qui est inconscient. Voilà. Vous avez ces notions-là d'auto-sabotage, de ne pas arriver au bout d'un projet, etc. C'est souvent inconscient, on veut se faire un peu de mal. Et c'est souvent une blessure d'humiliation aussi liée à l'enfance. Elle apparaît comme quand un enfant se sent humilié ou a honte ou pense qu'un de ses parents a honte de lui. Voilà. Et en fait, elle se guérit aussi par la prise de conscience de cette honte qu'on a ressentie et le fait de pardonner à soi-même pardon, aux autres. Donc une quatrième blessure qui est reprise dans les deux livres qu'on a abordés, Theo da Silva et Lise Bourbeau, c'est la blessure de la trahison. Et là, du coup, on a ce masque comportement du contrôleur. Oui, ça va. Je pense que j'étais un peu comme ça, ou je le suis encore. Voilà. Bon, c'est une blessure d'enfance, effectivement, qui entraîne un comportement qui veut tout contrôler. Et ça vient de la peur d'être trahi. On a ressenti quand on était enfant une trahison, et encore une fois, c'est notre ressenti, de la part souvent d'un parent. Et donc, du coup, eh bien, on peut devenir même agressif quand on a l'impression, quand on se dit que ça ne fonctionne pas comme nous l'avons prévu. Donc, c'est des comportements qui sont assez rigides, mais on en parle juste après. Et pour se soigner, on a cette prise de conscience qui est importante, justement, de se dire, tiens, mais je suis comme ça, ou on a quelqu'un pour nous aider, pour, pour nous le dire, nous le faire comprendre. L'acceptation, donc, et cette fameuse notion de lâcher prise, on en reparlera, parce que je sais que ça fait sourire quelquefois d'anciens dirigeants d'entreprise, comme j'ai pu l'être à un moment, quand on nous disait, il faut lâcher prise. C'était pas forcément simple, mais du coup, quand on a après les moyens ou les méthodes pour le faire, qu'on aborde dans la troisième partie, effectivement, on y arrive au fur et à mesure. La cinquième blessure, donc c'est la blessure d'injustice, on la repère justement aux gens qui ont un comportement très rigide. Et donc c'est des gens en fait qui sont émotifs et qui mettent en place des stratégies pour ne pas le montrer. Donc justement, on se dit c'est pas possible que cette personne-là soit émotive parce qu'en fait elle a un comportement très rigide. Mais vous avez tous et toutes, je pense, rencontré ces personnes. On dit elle a un masque, iceberg, voilà. Donc c'est une très grande sensibilité derrière un comportement rigide. Et là, on en revient encore eh bien, d'accepter d'être en contact avec ses émotions. Moi, je me fais chambrer par Estelle parce que je lui dis que des fois maintenant j'ai des émotions devant les castings de The Voice. Voilà. Où on avait un copain en Calédonie, là, Philous, qui nous regarde, qui nous disait qu'il pleurait devant les films. Bon, voilà, donc on le chambrait un petit peu. Mais voilà, c'est ça en fait, c'est juste accepter d'être en contact avec ses émotions en se sentant en sécurité quand on les accepte et ça permet justement une guérison de cette blessure et on voit que son comportement comment dire, est moins rigide au fur et à mesure. Mahatma Gandhi a dit, là c'est pas Jacques, hein, mais c'est Mahatma Gandhi, la personne qui n'est pas en paix avec elle-même sera en guerre contre le monde entier. Donc là, effectivement, c'est vraiment à chacun de nous de travailler sur nos blessures pour pouvoir être plus en paix et du coup être en paix avec le reste du monde. Une notion justement essentielle qui peut être perturbante, puisque une fois qu'on a dit tout ça, eh bien, que nos blessures sont nos miroirs, c'est-à-dire que on imagine qu'on est un diamant brut, donc ça c'est bien comme hypothèse. Belle image. Que chaque rencontre avec quelqu'un en fait va créer une nouvelle facette de ce diamant. Ça, cette notion-là, je l'avais entendue avec Frank Lobvé. Frank Lobvé, vous pourrez le découvrir sur la chaîne Tistria. Il y a un documentaire qui s'appelle L'acceptation de soi. De mémoire, il y a 1 million de vues, qui est vraiment un documentaire très intéressant. Je ne sais pas si cette notion-là, il l'aborde à ce moment-là, mais bref, on est bien, donc on est un diamant brut. Et chaque rencontre, justement, que l'on fait dans notre vie, au quotidien, crée une nouvelle facette. Et du coup, lorsque vous recroisez cette personne, dans une autre rencontre, eh bien, elle active cette facette en vous qui peut vous plaire ou vous déplaire. Analysons pourquoi, justement, et prenons le temps un petit peu de savoir pourquoi on ressent en présence de cette personne du bien-être, de la paix, de la jalousie, de la colère. On a souvent le réflexe de dire bon là, bah, lui c'est un con, etc. Si justement le comportement de cette personne vous fait du mal, il y a peut-être que en vous justement vous essayez de peut-être de ne pas vous comporter de cette manière ou ce comportement-là, encore
encore une fois, il résonne en vous parce que vous aimeriez vous aussi vous comporter comme ça, mais vous avez peur de le faire, vous avez honte, vous n'osez pas. Enfin bref, vous avez tous des exemples, je pense, toutes et toutes des exemples en tête en disant cette personne-là, je l'aime pas, mais est-ce que c'est justement pas un petit peu de jalousie parce que elle a cette liberté que vous ne prenez pas au quotidien. Cette personne-là peut vous renvoyer une partie de vous que vous n'avez pas encore acceptée ou qui vous met mal à l'aise. Ou... Donc ce que nous faisons de notre vie dépend de nos blessures qui influencent nos croyances, qui elles-mêmes influencent nos pensées. Donc voilà, tout au long de la masterclass, vous voyez qu'on chemine au fur et à mesure et qu'on rentre dans le détail. On parle vraiment de nos pensées, mais on se rend compte évidemment que nos blessures les influencent au travers de nos croyances. Et c'est ça qu'il faut réussir quelque part déjà à accepter, qu'on est dépendant de cet environnement-là pour pouvoir justement le modifier. Alors Paolo Coelho a dit ne permettez pas à vos blessures de vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc ça résume parfaitement ce que Joël vient de détailler. Ne permettez pas à vos blessures de vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Alors au-delà des blessures, notre corps est aussi une caisse de résonance. On dit souvent qu'il faut écouter son corps. Alors c'est facile à dire, mais comment est-ce qu'on fait? Les mots que l'on ressent, donc les mots, le mal, hein, le mal de dos, sont les mots que notre corps voudrait prononcer, sont les mots... J'en ai plein le dos. voilà. Donc par exemple, rien que le mot maladie pourrait se décomposer en le mal a dit. Voilà, et ça se traduit en fait dans votre corps. Récemment, il a été prouvé que le ventre, et plus particulièrement l'intestin, était notre second cerveau. Là, c'est vrai que maintenant, c'est vraiment établi. Il se pourrait même qu'il soit en fait le premier. Par exemple, 95% de la sérotonine produite dans notre corps vient de l'intestin. La sérotonine étant l'hormone du bonheur. Oui, j'ai compris. Ouais. Elle régule les fonctions chez l'homme contre comme l'humeur et le comportement. Je me permets juste une petite aparté au sujet d'intestin. Alors c'est du ressenti, hein, il n'y a pas de preuves scientifiques, quoique j'ai vu quand même un documentaire où on parlait que le comportement des personnes alors qui avaient eu une intervention, alors anogastrique, sleeve, en tout cas une intervention sur l'intestin, avait modifié en fait leur humeur, leur comportement. Voilà. Donc il y aurait peut-être un lien entre ce qu'on vient de dire, ce que Estelle vient de dire, justement sur la sérotonine qui serait donc la molécule du bonheur. S'il y a une intervention sur l'intestin, peut-être que ça modifie cela et qu'aujourd'hui on ne le connaît pas encore assez bien. Voilà, on dit ça avec toutes les précautions. On n'est pas des spécialistes. Je ne sais pas encore faire opérer l'intestin, je vous dirai. Si après je suis designer de malheur. malheur. Donc, quoi qu'il en soit, tout comme le couple pensée consciente, pensée inconsciente dont on a parlé dans l'introduction, c'est bien en prenant en compte le couple corps et esprit que nous pourrons déceler l'anxiété, le stress, les blessures ou les traumatismes. J'en profite juste, moi j'ai cru pendant très longtemps que mon corps, justement, c'était juste un moyen de transport. Où il faisait ce que je lui disais et c'est tout. Voilà, c'est quand même depuis seulement quelques années, même si on a fait beaucoup de sport en Nouvelle-Calédonie ou toute notre vie, mais on nageait beaucoup à cette époque-là. Là, actuellement, c'est vrai que d'avoir cette idée de dire que je peux remercier mon corps quelquefois pour telle ou telle activité, un yoga, un sport, enfin bref, d'avoir cette notion-là du couple corps et esprit, c'est sûr que ça fonctionne mieux pour s'écouter. C'est pas indépendant en fait. Et d'ailleurs, il y a un très très bon livre de Michel Odoul qui est un guide en fait pour nous mettre sur la piste de l'origine de nos douleurs physiques, qui s'appelle Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. On vous mettra le lien en dessous. Voilà, les douleurs physiques, elles sont pas forcément que mécaniques. C'est vraiment un guide pratique avec l'ensemble des différents mots et ça donne beaucoup d'explications. Ça permet de réfléchir. Ça reprend vraiment en plus par partie du corps. Moi, j'avais découvert à l'époque quand j'avais mal à l'épaule parce que justement, on me disait on va vous opérer, alors qu'on ne savait pas ce que j'avais et peut-être un petit peu d'arthrose. Bon. Et finalement, en lisant ce bouquin, justement, il reprend bien par partie du corps et il y a des choses très intéressantes qui reprennent du coup des notions qui sont beaucoup plus subtiles que uniquement physiques. On se retrouve à la prochaine leçon. Merci.